Alors, bonjour à tous. J'ai vu avec une agréable surprise que les vidéos avaient été vues plus de fois que je n'ai d'élèves. On est à peu près à 400 vues au lieu de 120. Donc certains d'entre vous m'ont trahi et ont fait tourner ces vidéos, ou en tout cas elles sont accessibles publiquement, et donc c'est de ma faute. Pour prévenir votre choc, bien sûr, il m'arrive de porter des t-shirts. Je sais que certains d'entre vous ne m'ont jamais vu en t-shirt et seulement en chemise. Eh bien, c'est parce que je suis parti de Paris avec seulement deux caleçons et trois t-shirts, car je pensais ne passer qu'un week-end en Espagne. Bref. Alors, dans le cadre de cette vidéo, je vais répondre à trois remarques, en tout cas trois questions qui m'ont été faites, une par un internaute inconnu et deux de mes élèves. Alors, ces trois questions portent soit sur le cours ou sont une remarque plus générale sur ce que j'ai dit. La première question porte finalement sur la typologie des régimes chez Platon. La question est la suivante, à savoir pourquoi est-ce que la démocratie serait plus susceptible de tyrannie que la timarchie ou l'oligarchie? On peut dire timarchie ou timocratie, peu importe. Eh bien, du point de vue de Platon, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que celui-ci fait une analogie dans la République entre les capacités de l'âme, c'est-à-dire ses facultés fondamentales qui la constituent, et les régimes politiques. Selon lui, et on l'avait vu dans le texte du Phédon que nous avons étudié en cours en septembre, eh bien, l'âme est séparée en trois facultés ou trois parties. Alors, la première partie, c'est la raison, le logos, c'est le lieu dans lequel se font les décisions rationnelles. D'autre part, il y a la force d'âme, le thumos, qui sera le caractère. Et enfin, les épithumiae, qui sont les désirs. Alors, de ce point de vue, Platon considère que la timocratie et l'oligarchie sont certes des régimes imparfaits, mais ceux-ci ont tout de même une forme de rationalité. C'est-à-dire que l'on va valoriser l'honneur, on va valoriser la réussite économique ou finalement la conservation du pouvoir à partir de ces critères-là. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que, à la différence de la démocratie, ils répondent à une forme de rationalité. Pour lui, la démocratie, ce n'est pas la démocratie telle qu'on la connaît, c'est le règne de la multitude des désirs contradictoires. Tandis qu'il y a une forme, si vous voulez, d'usage euh, des facultés rationnelles et de la force d'âme dans la timocratie, eh bien, dans la démocratie, il n'y a que des désirs en pagaille. De ce point de vue-là, la tyrannie a plus de chances d'arriver en démocratie qu'en oligarchie ou en timocratie. Voilà. Alors, pour ce qui est de la deuxième question, c'est la question donc de l'un de mes élèves aussi, qui est de savoir est-ce qu'on peut limiter, au nom de l'intérêt général, euh, la liberté d'expression. Alors, du point de vue de Thomas Hobbes, évidemment, c'est-à-dire qu'on a une pleine liberté de penser, mais il est possible qu'un certain nombre d'opinions, un certain nombre d'ouvrages, par exemple, puissent porter atteinte à l'ordre public, immatériel, voire même matériel. Et donc, selon Hobbes, évidemment que le souverain peut limiter la liberté d'expression. Alors, la liberté d'expression, c'est vraiment une question contemporaine que l'on voit ressurgir souvent, notamment par exemple par rapport aux caricatures de Charlie Hebdo, l'affaire Mila, et bien sûr aussi dans le cadre de l'affaire Dieudonné Mbala Mbala, dont j'ai parlé par rapport à l'arrêt du Conseil d'État de 2014. Alors, à partir de quand est-ce qu'on peut limiter la liberté d'expression? Il y a plusieurs types de réponses et cela dépend, je dirais, finalement de l'identité constitutionnelle de chaque pays. Si on prend par exemple les États-Unis fondent finalement leurs valeurs fondamentales sur les droits et les libertés individuelles. Et c'est ce que démontre en fait la lecture des amendements. Le premier amendement américain garantit une liberté d'expression totale des individus dans la société démocratique. La France n'est pas exactement sur le même positionnement. On considère que certaines expressions peuvent aller à l'encontre de nos valeurs fondamentales et à l'encontre du bien-être des individus. De ce point de vue-là, on peut penser donc à un certain nombre d'affaires, je vous renvoie à l'affaire Mila par exemple. Il est tout à fait possible d'attaquer sur le plan des valeurs, sur le plan des idées, euh, n'importe quel concept. Il est cependant interdit d'attaquer des groupes de personnes, des groupes d'appartenance,
qu'ils soient religieux, ethniques, ou même, par exemple, de faire l'apologie du terrorisme. Le droit français, de ce point de vue-là, limite la liberté d'expression et lui donne un cadre. Alors, est-ce que c'est souhaitable? Est-ce que il faut préférer une liberté d'expression cadrée à une liberté d'expression totale? Ça, c'est à vous de le trancher. Il faut voir quels sont les gains d'une liberté d'expression totale et quels sont les gains d'une liberté d'expression cadrée. Mais de ce point de vue-là, il n'est pas possible en France de dire tout ce que l'on veut sur l'espace public. Enfin, pour la troisième remarque d'un internaute inconnu qui fait une référence à Johan Chapoutot, j'aimerais en dire quelques mots parce que c'est un auteur que j'aime beaucoup. Alors, qui est Johan Chapoutot? C'est un historien du nazisme qui est parti de cette idée que le nazisme n'est pas simplement le déferlement irrationnel d'une barbarie, d'une multitude qui n'aurait aucun sens. Au contraire, celui-ci a pris le parti de considérer que le nazisme, et notamment son discours, euh, obéissait à une forme de rationalité identitaire et finalement à un système de pensée idéologique extrêmement structuré. Je vous renvoie à la lecture donc, de son ouvrage La loi du sang, Agir et penser en Asie, qui est un excellent ouvrage que je n'ai malheureusement pas avec moi, dans lequel celui-ci décrit comment s'est structurée la société allemande depuis le 19e siècle jusqu'au déferlement nazi, et c'est tout à fait pertinent et extrêmement intéressant. Alors, nous allons reprendre donc dans la prochaine vidéo, que je pense faire aujourd'hui, le cours sur la politique. De quoi s'agissait-il? Nous étions arrêtés sur l'idée que il y avait un ordre public matériel, un ordre public immatériel, qui constituait les conditions sine qua non euh, d'un intérêt général. Simplement, cet intérêt général, nous en avons donné une définition minimale, mais on peut penser que d'autres éléments rentrent en compte, notamment par exemple la question du bonheur des citoyens. Et la question qu'on s'était posée, c'était de savoir qui définit les critères finalement de l'ordre public et qui définit les critères finalement maximaux de ce qu'est l'intérêt commun. Et nous allons voir que selon l'auteur Walter Lippmann, eh bien on peut considérer que la démocratie est une illusion et que ce n'est jamais le peuple ou la multitude qui définit ce qu'est l'intérêt général. Bon, je vous remercie, à tout de suite.